Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un joueur à suivre par club de Première Ligue, exactement comme ce qu'on a fait l'autre jour avec un joueur à suivre par club de Ligue 1, exactement de la même manière, club par club, avec une expertise limitée, avec une curiosité maximale. Qui est-ce qu'on doit regarder de très près cette saison? Et alors, c'est une vidéo que je fais aussi dans des délais spéciaux parce que j'ai un train qui part dans genre 2 heures là. Donc, timing serré, mais je pense quand même suffisant pour vous sortir une petite vidéo pour le week-end. En cette période de Ligue des Nations qui n'est pas la plus bouillante d'actualité, j'avais quand même envie de vous faire ce petit sujet. Il y a aussi la même qui arrive pour la Serie A, la Bundesliga, la Liga, ça arrive semaine pro. Donc voilà, on va couvrir les 5 championnats majeurs, et exactement comme ce que j'ai fait en Ligue 1, avec, comme je le dis, une expertise limitée. J'ai bien lu vos commentaires. Sur certains clubs, les choix auraient pu être meilleurs, c'est vrai. On m'a parlé de Reims, par exemple. Moscardo, pas tout à fait le plus pertinent. Il y a des petits jeunes qui poussent. Et je suis d'accord avec tout ça. Franchement, je dis avec la plus grande humilité, modestie, le seul club sur lequel je m'estime vraiment expert, entre guillemets, c'est le mien, c'est l'OL. Tout le reste, je fais un travail juste chercher les meilleures informations, essayer d'être le mieux renseigné, un petit peu comme ce que je fais, bon, mon travail sur la chaîne, quoi. Mais forcément, quand on parle de beaucoup de choses, il y a des moments où on est un peu moins pertinent. Et j'espère que vous le comprenez, que vous l'acceptez. Je pense que ça fait un petit peu partie comment dire, du deal quand on parle de plein de choses sur le monde du foot. Mais il y aura aussi des vidéos comme celle-ci, attention à Liverpool, 40 minutes, où on essaie de rentrer le plus possible dans le détail, la Juve 47. J'ai envie de faire ces longues previews club par club, où on rentre un petit peu plus dans le détail. Là, disons, c'est pour couvrir de manière rapide tout le monde. Et c'est pas tous les jours qu'on va parler, par exemple, de Ipswich Town, donc c'est l'occasion de le faire. On commence, comme d'habitude, en bas de la pyramide de la valorisation marchande cumulée Transfermarkt. Ipswich Town, ils sont tout en bas, ils sont à 160 millions quand même, leur effectif cumulé vaut 160, et ils ont dépensé plus de 120 millions cet été, ce qui en fait, je crois, un des top 10 ou top 15 clubs européens les plus dépensiers. Donc pas mal, on voit la puissance de l'APL quand un promu, peut dépenser autant. Ipswich Town, qui est-ce qu'on doit suivre de leur côté? Du côté de, je crois, la 5e équipe la plus jeune de Première Ligue pour l'instant sur ce début de saison, avec un coach très jeune, l'ami Kieran McCartney, qui a 38 ans ici. Bah, c'est aussi des jeunes qui m'intéressent à Ipswich, parce que Omari Hutchinson, qu'ils ont acheté à Chelsea pour une vingtaine de millions, un peu plus même, 23,5 millions, c'est un ailier droit tout à fait intéressant, de 20 ans. Il y a Calvin Phillips aussi qui est arrivé en prêt, est-ce qu'il peut relancer sa carrière à Ipswich? Mais celui que j'ai choisi, c'est pas Jens Cajuste, c'est, où est-ce qu'il est, Liam Delap, là. Peut-être que vous en avez entendu parler, il a 21 ans, c'était un petit gars de l'académie de Man City. Et il était prêté la saison dernière à Hull, où il a marqué genre une dizaine de buts en Championship, un poil moins, 8, un truc comme ça. Il a démarré assez fort avec un très beau but sur les 3 premières journées de Premier League avec Ipswich. Et c'est le fils de Rory Delap. Peut-être que ça vous parle. Ça, c'est l'époque. Les longues touches de Rory Delap à Stoke City, c'était un délire. Je me souviens, c'était... je pense que ça devait être genre 2008, 9, un truc comme ça, 10 peut-être. Fin des années 2000, début des années 2010. Une période 2, 3, 4 ans où les touches de Rory Delap, qui je crois avait un passé de javelinier, genre lanceur de javelot, je crois qu'il faisait ça quand il était genre à l'université, un truc comme ça. Il avait une puissance incroyable dans les touches qu'on n'a pas retrouvée depuis. La qualité des touches s'est améliorée dans le monde du foot, notamment avec l'entraîneur des touches de Liverpool, qui était tellement pionnier sur le sujet. Mais personne fait des touches comme Rory Delap les faisait, et son fils donc est devenu professionnel. Ouais, c'est ça, 8 buts à Hull la saison passée. Il a fait une saison en Premier League 2 avec les jeunes de City où on avait planté 24 en 20 matchs. C'est là qu'on avait commencé un petit peu à en entendre parler. Et voilà, là il a des minutes de Premier League, a marqué son premier but de Premier League l'autre jour. Suivons le petit Liam Delap et la jeunesse d'Ipswich qui va avoir fort à faire évidemment cette saison en PL. Du côté de Leicester qui remonte aussi, là il y avait pas mal de gars. En vrai j'ai presque hésité à dire Jamie Vardy parce que à 37 ans, le retrouver en Première Ligue, on va pas se mentir, c'est tellement un kiff. J'ai vu son but l'autre jour
régale. Enfin, quelle légende absolue. Et il est encore là, il est toujours là avec le brassard. Il a démarré les 3 matchs. Franchement, c'est toujours un bonheur absolu de voir Jimmy Vardy. J'ai hésité aussi avec un autre gars que vous savez peut-être je kiffe bien. J'en avais parlé dans la vidéo à l'époque. Sur Brighton l'année dernière, je crois. C'était Facundo Buonanotte. Je l'ai peut-être mis dans ma draft de Première Ligue où j'avais hésité à le mettre. Et il est donc prêté cette saison à Leicester. Est-ce qu'il peut se dégager du temps de jeu, devenir le joueur qu'on pense qu'il a le potentiel de devenir? Mais à la fin, j'ai choisi un autre des petits chouchous de la chaîne. C'est Bilal El Khanous. J'en avais parlé dans ma vidéo des jeunes à suivre, je pense, la saison dernière. Pour moi, parmi les jeunes les plus talentueux, les plus prometteurs. Mais voilà, il faut commencer à le montrer au plus haut niveau. Sa progression à Genk avait été absolument fulgurante. Et maintenant, il a l'occasion à Leicester, où il a été acheté pour combien cet été. Hop, Bilal El Khanous, il a été pris pour une 20aine de millions d'euros. Ça, ils ont vendu Dewsbury Hall, ils ont pris El Khanous, qui n'a pas trop joué pour l'instant. Il y a aussi Oliver Skip qu'ils ont acheté cher. Quelques petits gars à Leicester, qui est un club très intéressant, mais j'aurais particulièrement un œil sur BEK. Ok, le 3e promu, Southampton, qui il y a quelques années était une vraie équipe à suivre, parce que ça joue un football tellement intéressant, et même après Pochettino, je veux dire. Je me souviens les longues obliques de Yannick Vestergaard. On a fait toute une vidéo sur Southampton il y a genre 3 ans. Et là aussi, ils ont des petits jeunes. Le petit Taylor Harwood-Bellis qu'ils ont recruté à City. Un nom dont on entendait un petit peu, mais maintenant qu'il va avoir du temps de jeu significatif. Ils l'ont acheté 23 millions. C'est un de leurs défenseurs centraux. Il y a Ugo Chukwu qui arrive en prêt. Voilà, est-ce qu'il peut briller? Et qui est-ce que j'avais d'autre? Armel Bella-Kotchap, comme toujours, mais parce qu'il mine de rien, que 22 ans aussi. Un duo de défenseurs centraux, Harwood-Bellis, Bella-Kotchap, les deux à 22 ans. S'ils sont effectivement les deux titulaires dans la défense à 3 de Southampton, la dernière fois c'était que Harwood-Bellis. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est Aaron Ramsdale, qui mine de rien a été acheté une 20aine de millions. À une époque, ça se passait plutôt bien pour lui à Arsenal, maintenant remplacé par David Raya. Je pense qu'il a le droit de se sentir un peu revanchard. Et qu'est-ce que ça peut donner dans une équipe qui va avoir une grosse exposition et subir beaucoup d'occasions? Voilà, c'est un rôle différent, beaucoup de parades à faire. À une époque, c'était un international anglais qui commençait peut-être, il y avait peut-être une place à aller chercher en sélection. Depuis, voilà, il a été quand même pris à l'Euro, mais à aucun moment a été envisagé comme titulaire. La vengeance, la revanche de Ramsdale, peut-être, ça c'est... On parle rarement des gardiens, donc c'est celui sur lequel je garderai un œil. Et à Fulham, un autre gars d'Arsenal, un ex d'Arsenal, bien sûr, Emile Smith-Rowe. Ça, pour moi, c'est assez facile, parce qu'un talent de la taille de Smith-Rowe, qui à une époque avait sa chanson avec Saka, et sur les dernières saisons, entre blessures, entre concurrence, système de jeu, c'est difficile pour lui de vraiment se trouver du temps et une opportunité. Et là, franchement, à Fulham, il y a de quoi faire quelque chose. Il a déjà marqué un but en plus, top but, sur un des 3 premiers matchs de PL. Je ne me souviens plus contre qui, mais vraiment top but. Super contrôle orienté, derrière la finition vraiment pas mal. Il a été acheté pour plus de 30 millions à Arsenal. Et ils ont aussi pris Reiss Nelson en prêt. Fulham, Adama Traoré, j'ai hésité parce qu'il était déjà là l'année dernière, mais il avait eu une grosse blessure. Et finalement, il avait eu vraiment très peu de titularisation, de temps de jeu. Mais voilà, une équipe avec Adama Traoré sur le côté, Smith-Rowe dans l'axe, quelques autres gars aussi, ça commence à faire un secteur offensif sympa. Donc ouais, franchement, Fulham, attention. Et Emile Smith-Rowe en particulier. Everton, attention à eux parce que ça pourrait vite dégénérer. Ils ont très mal démarré. La saison dernière aussi, c'était chaud. Ça a fait un petit peu flipper Everton. Une équipe qui a vendu son meilleur joueur, son maître à jouer, 60 millions. Mais Onana est parti. Ils sont coachés par Shandaish maintenant. Et leur mercato, je sais pas trop. John, qu'est-ce que t'as fait exactement? Ok, ils ont pris Jake O'Brien. Et peut-être Jake O'Brien en première ligue, ça m'intéresse bien. Aux côtés de Jared Brantwaite, qu'on connaît déjà pas mal. Qui est-ce que j'ai d'autre? Iliman Ndiaye, qui, mine de rien, retourne en Angleterre, mais cette fois avec une vraie exposition, grosse exposition PL.
Ouais, ça me rend curieux. Broya, mais il est blessé. Je sais pas quand est-ce qu'il revient. Tendon d'Achille. Il est régulièrement blessé. Donc est-ce qu'il peut vraiment avoir une belle opportunité? À la fin, du coup, j'ai choisi une autre recrue, c'est Jesper Lindström. Parce que je l'aimais beaucoup en Bundesliga. À Naples, ça n'a pas trop marché. Il est prêté maintenant. Je sais pas s'il y a une option d'achat. Mais sur le papier, en plus, il a encore que 24 ans. Ça fait partie du type de joueur que j'aime bien. Donc j'aimerais bien le voir faire de belles choses. Mais disons que juste le contexte Everton a l'air un petit peu compliqué. Donc on verra. Mais s'il y en a un peut-être qui doit tirer son épingle du jeu, Jesper Lindström, j'ai vu, je l'ai vu sur quelques highlights d'un de leurs derniers matchs. C'était fait une grosse occasion. Ouais, bon, Jesper Lindström pour Everton, mais c'est pas le club sur lequel j'aurais l'œil le plus vigilant, en tout cas sur ce début de saison. Et on enchaîne avec Bournemouth. Là, Bournemouth, ça m'intéresse bien. Bournemouth, j'en parle beaucoup, parce que toute cette ligne défensive, là, je la trouve tout à fait intéressante. Il y a Zabarny, on en a parlé beaucoup dans l'épisode de retour Ukraine, un des défenseurs les plus prometteurs, 22 ans, en tant que défenseur central. Ils ont pris aussi Julian Araujo du Barça, qui a que 23 ans. Ils ont Max Aarons, je me souviens, époque Norwich, qui était vraiment un des nombreux latéraux droits anglais, qui était intéressant. Mais après, il a un petit peu baissé depuis. Mais Milos Kerkez, par exemple, j'en parlais beaucoup dans mon épisode sur la Hongrie, sur les joueurs à suivre à l'Euro. Ouais, ça c'est un latéral très très prometteur de PL. J'ai choisi un autre défenseur, et ça vous étonnera pas, parce qu'il était dans ma draft avec Stan l'autre jour, la draft du Mercato. J'ai pris Dean Huijsen, le défenseur central d'1m97, espagnol né à Amsterdam, qui a fait des sélections avec les U21 de l'Espagne, qui a déjà joué 2 matchs de PL avec Bournemouth, qui est ambidextre, qui a un gros potentiel. Il était prêté à la Roma l'année dernière par la Juve, mais la Juve l'a vendu définitivement cet été pour 15 millions. Est-ce qu'il peut exploser en PL? Est-ce qu'il peut montrer en Première Ligue tout son potentiel? C'est pas souvent qu'on voit un défenseur central comme ça, de 19 ans, 1m97, avec un bagage, un héritage qui respire le jeu. Qu'est-ce que ça peut donner? Je suis très curieux de voir un petit peu plus de Dean Huijsen sur cette ligne défensive. Donc, comme on a dit, Araujo, Zabarny, pour l'instant Senesi sur le dernier match, mais Huijsen avait démarré le précédent et il est rentré en cours de jeu. Milos Kerkez. Bournemouth, c'est intéressant. Il y a le petit Antoine Semenyo aussi, qui est très très chaud sur ce début de saison, qui a déjà marqué 2 buts. Il y a Evan Nilsson qui a été acheté pour une 40aine de millions. Il y a Sinistera qui faisait des ravages au Feyenoord avant de signer à Leeds. Donc ouais, franchement, Bournemouth, ça m'intéresse bien. L'année dernière, ils avaient été pas mal. Ils ont bien démarré. Ils sont 8ème, 5 points, aucune défaite pour l'instant. Je crois l'année dernière, Bournemouth, ils finissent genre 11e, 12e, un truc comme ça. Donc ouais, vraiment, petite équipe à suivre, le Bournemouth. Le Bournemouth de, bien sûr, Iraola. En plus, ça peut pratiquer un beau foot. Les Wolves. Alors les Wolves, ils ont pris un accent, bien sûr, toujours aussi lusophone. Il y a quand même pas mal de portugais, mais de plus en plus brésilien. Et cet été, en prenant André, par exemple, pour 22 millions, ok, ils ont confirmé cet accent lusophone. Ils ont pris aussi Jørgen Strand Larsen, un attaquant norvégien à 24 ans qui est déjà évalué à 25 millions, qui est arrivé en prêt du Celta Vigo, mais j'imagine avec une option d'achat, ouais, qui a explosé l'année dernière au Celta. Combien de buts est-ce qu'il avait marqué? Il en avait planté 13 en 37 apparitions de Liga. Donc ouais, très très chaud, le Jørgen Strand Larsen. Et avant, il jouait en Eredivisie du côté de Groningen, c'est ça? Ouais. Un nouvel attaquant norvégien d'1m93, un nouveau beau bébé à suivre peut-être. Et est-ce que c'est celui que j'ai choisi pour les Wolves? J'hésitais entre lui, comme on a dit donc, André, Carlos Forbes aussi, de l'Ajax, qui avait montré 2-3 trucs intéressants, mais je pense pas arriver en tant que vraiment titulaire, mais peut-être peut se dégager du temps de jeu. Et qui est-ce que j'avais d'autre? À la fin, on m'a parlé de Pedro Lima, et on m'a dit sur Twitter que j'étais un tocard absolu si je choisissais pas Rodrigo Gomes, que je vais pas mentir, je connais pas, qui est arrivé depuis Braga pour une 15aine de millions. Où est-ce qu'il est? Ici. Rodrigo Gomes a eu des caps avec les U21 portugais, où il a planté. Il est arrivé depuis Braga, mais il était prêté la saison dernière à Estoril. C'est là qu'il a explosé au Portugal. Je le connais pas, c'est un nouveau portugais des Wolves sur lequel donc il faut avoir un œil.
Et je dirais que c'est mon joueur à suivre parce que j'ai pas envie d'être un tocard. Mais sinon, Jørgen Strand Larsen particulièrement m'intéresse avec mon tropisme pour les avant-centres scandinaves qui s'expriment peut-être là dans ce choix. J'enchaîne avec Brentford. Le Brentford de Matthew Benham est sur le banc de Thomas Frank. Alors Brentford, ils ont pris un avant-centre brésilien, bulgare, Igor Thiago, qu'ils ont acheté 33 millions à Bruges. Et malheureusement, il s'est fait le ménisque. Il est out jusqu'à la fin de l'année sur Transfermarkt, au moins. Et ouais, c'est chaud parce qu'ils ont perdu Ivan Toney, bien sûr, qui est parti en Arabie Saoudite pour 42 millions à Al Ahly. Et qu'ils ont remplacé donc par Igor Thiago. Et tout de suite, il est out. Donc compliqué. Je crois qu'il n'avait pas joué la moindre minute cette saison. Ça pue un peu pour Brentford, ça. Du coup, Fabio Carvalho, qui a été acheté 20 millions à Liverpool, 23 millions à Liverpool. Ok. Seb Vandenberg aussi, le même prix, aussi à Liverpool. Deux petits jeunes qu'on n'a pas trop eu l'opportunité de voir du côté de Liverpool. Donc ouais, peut-être à Brentford, ils peuvent se révéler. Je veux dire, tous les transferts de Brentford, de Brighton, le fameux Moneyball Derby, tous ces transferts sont tellement généralement bien sentis, orientés data, rationnels, que tu dis qu'il y a quelque chose. Donc ces deux-là, j'ai envie de les suivre pour sûr. Ils ont pris Jisoo Kim aussi, non, c'est qui vient de Brentford B, qui vient du centre de formation. Un défenseur central coréen. Jadon Megoma, qu'ils ont pris des Southampton U21. On verra s'il a un petit peu de temps de jeu. Et Gustavo Nunes, arrivé en provenance de Grêmio cet été. Ok, donc quelques transferts ici et là. À la fin, je vais dire, c'est pas très original, mais en l'absence d'Igor Thiago et avec Toney qui est parti, bah la réalité c'est qu'il faut que Bryan Mbeumo continue son ascension parce qu'il y a un volume de buts à apporter là. Il en a déjà planté 3 sur les 3 premières journées de PL. Est-ce qu'il peut faire la meilleure saison de sa carrière pour un gars qui brille très très fort, qui est un super joueur, mais qui mine de rien, en première ligue, a jamais dépassé la barre des 10 buts. C'est pas du tout déshonorant, même la saison dernière, 9 buts, 6 passes en seulement 25 matchs. La saison d'avant, 9 buts, 8 passes. Donc quasiment une vingtaine de contributions, entre 15 et 20 contributions décisives par saison. Top joueur comme on sait, mais là il y a beaucoup de buts à apporter. Et voilà, est-ce que Mbeumo, bon, il a très bien démarré la saison, est-ce qu'il peut se mettre à la hauteur du défi? Je crois que oui. Et si oui, peut-être il peut même aller taper encore plus haut que Brentford. Ok, il est déjà 25 ans, donc parfois certains top clubs commencent à moins se positionner sur ces joueurs. Je suis en train de lire très intéressant le livre du Director of Research de Liverpool, mais pas l'actuel, l'ancien, Ian Graham, qui explique toute la politique de transfert du grand Liverpool, comment ils ont construit cette équipe qui a tapé quasiment les 100 points, remporté l'APL, la Champions et tout. Il explique qu'il y avait quasiment une interdiction, mais informelle, sur les recrutements de plus de 24 ans. Ils ont fait quelques exceptions ici et là, mais grosso modo, il y avait cette idée que tu recrutes que 24 et moins, parce que même derrière, si tu veux faire une bascule financière, pour la masse salariale, enfin pour 1 million de choses. Donc tout ça pour dire, à partir de 26, 27 ans, est-ce que tu peux vraiment aller taper un top club PL? Genre, est-ce que Arsenal, City, Liverpool recrutent des joueurs vraiment de cette tranche d'âge-là? Et même Chelsea, ça recrute super jeune. Donc voilà, je ne sais pas vraiment quelle est l'opportunité derrière. Mais Brentford, c'est pas mal. Après, Brentford, je crois, a encore aujourd'hui, ou pas loin, la masse salariale la plus faible de Première Ligue. Ça fait partie de leur stratégie aussi. Ils en parlent dans le bouquin. Et ouais, donc peut-être même niveau salaire, même, je pense qu'il n'est pas à plaindre, mais quand même dans l'absolu, si tu te dis Brentford fait les salaires les moins élevés de Première Ligue, peut-être même pour ton chèque à la fin du mois, tu peux aller chercher un club plus intéressant. Mais Mbeumo, top joueur qu'on connaît bien en PL, qui nous fait kiffer. Voilà, est-ce qu'il peut faire une énorme saison? Nottingham Forest, qui était à ça de la relégation l'année dernière, ils ont terminé 17ème, c'était très chaud pour eux. Et leur recrutement est un peu all over the place. Je trouve que c'est un petit peu la même chose cet été. Je ne sais pas à quel point je suis convaincu. Ok, ils ont fait venir Ward-Prowse en prêt. Milenkovic de la Fio qui arrive tardivement, je trouve, en PL. À une époque, c'était un top prospect. Maintenant, il est resté longtemps à la Fio, peut-être un peu trop longtemps. Elliot Anderson, 41 millions pour un gars qui jouait pas mal quand il n'était pas blessé la saison dernière. Évalué seulement à 15 sur Transfermarkt, mais un milieu central prometteur, tu payes la taxe PL, tu payes la taxe anglais, c'est sûr. Mais ça m'intéresse de voir s'il est au moins
proche du niveau d'un gars que tu payes 40 millions. Sur toute une saison où il va avoir un rôle majeur du coup, à Forest. Je crois que l'année dernière, j'avais mis, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais mis Murillo, parce que c'était un central qui driblait, perçait comme un fou. Il avait vraiment un style très très spécial. Et en vrai, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup, on avait dû en parler. Il devait être entre 3,5 et 9 millions. Je dirais peut-être même 3,5. Et il a explosé à 35. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me lancer des fleurs inutilement, mais je crois que c'est lui qu'on avait sorti l'année dernière. Et mais à vérifier, peut-être je dis n'importe quoi. Il y a toujours Ola Aina qui est là. Qui est-ce qu'ils ont d'autres intéressant? Morgan Gibbs-White qui est toujours un plaisir à voir. J'ai peut-être dit Elanga. Et plus tard dans l'année, j'avais parlé de Murillo, je crois que c'est ça. T'as eu Aoni, ok. Mais ouais, bah je dirais Elliot Anderson, leur grosse recrue. 40 millions, ça doit être pas loin de l'acquisition la plus chère de leur histoire, hein, je pense. Pour les doubles champions d'Europe, même si ça remonte un peu. En parlant de champions d'Europe, on va vite arriver sur Aston Villa, qui va jouer cette saison en Ligue des Champions, notamment contre le Bayern, club qu'ils avaient battu en finale de Champions, de Coupe d'Europe des clubs champions 82, donc ça c'est un beau remake pour eux. On arrive sur Aston Villa tout à l'heure, on va enchaîner avec Crystal Palace. Palace qui a fait une belle saison l'année dernière, qui a terminé 10ème. Est-ce qu'ils peuvent confirmer, grimper encore un peu plus haut? Ils ont fait un mercato ambitieux. Ils ont perdu Michael Olise, donc ils avaient des moyens à dépenser. Et je sais pas à quel point je suis convaincu par leur choix. Donc ils ont pris Maxence Lacroix en tant que défenseur central. Ok, on en parlait depuis tellement longtemps. Lacroix est dans le game depuis si longtemps, mais il a que 24 ans, mine de rien. Pour faire une paire peut-être aux côtés de Gueye. Il y a Chaloba aussi, Chris Richards, quelques gars ici et là. Shadir Riyad aussi, même s'il est blessé en ce moment. Mais celui que j'ai choisi, il y a Adam Wharton. Est-ce qu'il peut poursuivre sa progression qu'il avait amenée aux portes de la sélection anglaise? Et même s'il n'a pas trop joué sur l'Euro, voire pas du tout. Est-ce qu'il avait joué à la fin des minutes? Je vois une sélection pour Adam Wharton. Non, ça c'est avec les U21. Et avec l'Angleterre A l'année dernière. Non, il n'avait pas joué une seule minute de l'Euro. Il avait été appelé, il était dans le groupe. Mais il n'avait pas joué. Il y avait toute cette question sur comment est-ce que tu refais ton organisation. Et à la fin, c'était plus Meinou qui avait remporté ce combat. Mais ouais, donc continue de suivre Wharton qui a que 20 ans. Sinon, moi sur le papier, j'aime toujours Daichi Kamada. Maintenant, il commence son étoile commence à ternir un poil, mais il est arrivé en provenance de la Lazio. Beau test en PL pour lui. Il y a Ismail Assar qui a été pris dans le grand vide qu'a fait l'OM. Et sinon, non, juste celui que j'ai envie de suivre. Dans cette équipe de Glasner, très belle équipe qui est désormais amputée de Michael Olise, son top joueur. Et bah, ils ont toujours Eze, évidemment. Mais Eddie Nketiah, forcément, qui a été pris 30 millions, leur recrue la plus chère de l'été. Un avant-centre en lequel, comme vous savez, perso, je croyais pas trop pour le niveau Arsenal. Mais maintenant, dans un club de Londres, un rang plus bas, peut-être que ça peut donner quelque chose. Ouais, comme j'ai dit, je pense Arsenal, c'était un petit peu trop haut pour lui. Mais là, il a une opportunité de se montrer, c'est sûr. Et Palace l'a acheté 30 millions, il va avoir beaucoup de temps de jeu. Est-ce que ce sera dans un duo aux côtés de Mateta? Est-ce que les deux vont être en concurrence pour la même place? Comment ça va se passer avec un top Mateta aussi? Pour l'instant, sur le début de saison, Mateta et sous lui Kamada et Eze. Mais j'imagine qu'Nketiah n'était pas encore recruté à ce moment-là. Donc il n'était pas sur la feuille de match. Donc intéressant de voir les choix qui seront faits. Et plutôt défense à 3 aussi, 3-4-2-1 pour Palace contre Chelsea l'autre jour. Voilà pour les amis de Crystal Palace. West Ham, maintenant, qui est un des clubs les plus intéressants à suivre de la saison, avec Lopetegui maintenant sur le banc. Ils ont recruté très fort, ils ont acheté pour 144 millions. Ça doit être un des mercatos les plus dépensiers d'Europe. Ils ont pris Jean-Claire Todibo, donc qui arrive en prêt, je crois, avec option d'achat depuis Nice. Obligation d'achat, ok, je ne sais pas combien elle s'élève, mais voilà, après une carrière qui a vraiment explosé à Nice, mais qui avait déjà connu tôt l'exposition du Barça, maintenant la Première Ligue, quelque chose que là il n'a jamais fait. Et il y avait eu des prêts, Benfica, Schalke, mais ouais, ça ressemble un petit peu plus à son expérience Barça, avec les projecteurs braqués sur lui.
On connaît son potentiel, ça peut être un des top centraux de Première Ligue, un des défenseurs qui compte même en équipe de France, donc j'aurais évidemment un œil sur lui. Ils ont pris Max Killman pour quasiment 50 millions aux Wolves, ça semble beaucoup. Fulcro, hâte de voir aussi en PL. Luis Guilherme, que je connais pas du tout, mais j'en avais déjà parlé, qui a été pris de Palmeiras, un ailier brésilien de 18 ans pour un peu plus d'une vingtaine de millions, ce qui peut avoir du temps de jeu. Il y a toujours Jarrod Bowen qui est un top joueur, il y a Kudus qui est un top joueur, Paqueta qui a joué en plus le premier match au moins, même les 3 premiers. Donc est-ce que son affaire de betting est derrière lui? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs? Voilà, il avait marqué, c'est ça que j'ai eu le penalty contre Villa. West Ham a eu à démarrer avec Villa City, donc ils ont que 3 points en 3 matchs. Mais je pense qu'ils peuvent faire une saison intéressante. À la fin, celui que j'ai choisi, ils ont fait Carlos Soler aussi, Wan-Bissaka, beaucoup de joueurs d'expérience. Je pense qu'ils font partie des équipes, j'imagine, les plus âgées de Première Ligue. Si on regarde pour l'instant, sur le début de saison, c'est l'équipe même la plus âgée de Première Ligue, avec 28,9 ans de moyenne d'âge. Donc les Hammers, si je devais choisir un joueur, à la fin, je dirais Crescencio Summerville, parce que j'en parle tout le temps. C'est un profil tellement spécial, il est si tranchant, créatif, il avait été très fort à Leeds les dernières saisons, la saison passée, où il avait pas mal planté en Championship, 43 matchs, 19 buts, 9 passes, un vrai talent, et voilà, est-ce qu'il peut le montrer? Il y avait quelques minutes en PL, une saison de PL avec Leeds, où il commençait déjà à montrer des choses intéressantes, et on se disait, est-ce qu'il va pouvoir monter en PL, retrouver la PL avec Leeds? Est-ce qu'il va pouvoir être transféré dans un top club? On en parlait déjà pas mal la saison dernière du retour de Crescencio Summerville dans l'élite. Et super joueur, peut-être le nom le plus stylé du foot mondial. Donc le 7 de West Ham, Summerville, c'est mon gars à suivre. Brighton, les gars, c'est impossible. Brighton, je peux pas vous choisir un joueur parce qu'il y en a facile 10. L'équipe de Fabian Hurtzeler, à laquelle j'ai consacré une vidéo entière il y a une dizaine de jours, surveillons cette équipe, surveillons les Seagulls, et j'ai fait 30 minutes où je parle de à peu près tout le monde, donc je peux pas choisir. Il y a trop de gars qui m'intéressent. Si on démarre tout en haut, Paul Van Hecke, Jan-Paul Van Hecke, un défenseur central qu'on connaît pas si bien que ça, mais qui est en train de très bien jouer. Ferdi Kadioglu, bien sûr, qui est arrivé à gauche, où ils ont encore Estupiñán. Il y a le petit Jack Hinchelwood qui commence à avoir du temps de jeu. Ok, intéressant. Mats Wiefer, bien sûr, qui est arrivé. Matt O'Reilly, trop deg de sa blessure. Trop deg. Il est arrivé au bout de 10 minutes en League Cup. Il s'est fait découper la cheville. L'image est horrible en plus. Alors qu'un gars qui avait planté genre 19 buts, donné 16 passes D, un truc de malade au Celtic l'année dernière. Carlos Baleba, à chaque fois que je le vois, je le trouve très bon. Donc ça m'intéresse. Après, bien sûr, ils ont toujours le régal Mitoma. Il y a Enciso, qui pourrait être un joueur qui compte. Ils ont pris Brian Gruda. Il y a Yankuba Minte, le Gambien. Evan Ferguson, qui est censé être un des énormes talents au poste d'avant-centre, qui va revenir de sa blessure. Il a 19 ans. C'est évalué à 50 millions. Il y a Rutter, Jorginho Rutter, bien sûr, qu'ils ont pris quasiment 50 millions aussi à Leeds. Mais João Pedro me fait tellement kiffer à chaque fois que je le vois. Il est déjà connu, il est déjà évalué à 45, mais je me dis il peut peut-être monter encore plus haut parce que c'est un joueur trop kiffant, je trouve. Son match la dernière fois, je l'ai trouvé énorme. Donc ouais, ils ont beaucoup bougé cet été. Ils ont lâché Undav, Gilmour, le prêt notamment de Buonanotte. Donc au milieu, est-ce qu'il y a une petite place à prendre? On m'a parlé aussi de Yacine Ayari, le Suédois tunisien, que je connaissais pas. Donc ils ont vraiment du talent de partout, et Brighton, c'est peut-être le club le mieux géré de Premier League. J'ai vu cette vidéo, cet article de Tony Bloom dans The Athletic, une interview de lui où il parle de leur gros recrutement de cet été, mais juste un gars fascinant, un gars qui s'est fait les dents dans l'analyse data pour sa société, qui a essayé d'avoir un edge sur les paris sportifs. C'est là-dessus en bonne partie qu'il a fait sa fortune, et ensuite il rachète Brighton, son club de cœur il y a quelques années. Il se dit qu'il se voit encore être le président dans 20 ans. Franchement, Brighton est tellement bien géré, leur recrutement est excellent, et j'en parlais dans ma vidéo, là, je disais, je pense que cette année, ils ont une ambition particulière, parce qu'ils ont déjà connu l'Europe la saison passée. Cette saison, ils ne sont pas qualifiés.
Mais cette année, avec le mercato qu'ils ont fait, plus le fait qu'ils n'aient pas de compétition européenne à disputer, je crois qu'ils visent le top 5. Ils ne le disent pas officiellement, mais par exemple, dans cette interview, j'ai vu qu'ils parlaient des autres clubs de Première Ligue qui, eux, vont jouer l'Europe en parlant de leur compétition, leurs concurrents, que ça pourrait leur coûter des points, etc. Donc, ils parlent là, à minima, du top 7. Et moi, je pense que cette saison, Brighton vise la Champions. Même si c'est la première année de Fabian Hürzeler, tout nouveau coach, même s'il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles recrues, je pense qu'ils visent la Champions. Ils ont démarré super fort, avec un nul qu'ils ont pris contre Arsenal. Ils sont à 7 points en 9 matchs, en 3 matchs je veux dire, 7 points sur 9 possibles. Franchement, Brighton, comme j'ai dit, attention à eux, et j'ai fait 30 minutes sur eux, donc je détaille pas beaucoup plus que ça, mais trop de clubs à suivre du côté des Seagulls. Aston Villa, comme on a dit, qui joue la Champions cette saison. Ils ont quoi? Young Boys, Bayern, Bologne, Bruges, la Juve, Leipzig, Monaco et le Celtic. De belles oppositions, des rencontres de prestige, et ça fait un petit peu Coupe d'Europe des clubs champions, ça fait un peu Ligue des champions. Leipzig pas trop, mais Celtic, Juve, Bayern, c'est un peu cette vibe. Et Aston Villa, ça a de ouf cette vibe. Je leur souhaite tout le meilleur. Ça va être une année spéciale. Ils ont lâché Douglas Luiz, Moussa Diaby, donc ça a bien bougé. Mais ils ont aussi recruté très fort. Onana, qui a super bien démarré, avec déjà 2 buts. Ian Madsen à gauche, Cameron Archer, Jadon Philogene, beaucoup de gars à suivre, et certains que j'aime bien, John Duran, Buendia, s'il peut avoir du temps de jeu. Est-ce qu'il a beaucoup joué Buendia la saison passée? Si on regarde, hop, Villa, la saison dernière, en 2023-2024, ouais. Watkins contre ça. Wow, il y a tellement de joueurs impliqués. Jadon Philogene a très peu, 4 minutes. Donc il va commencer à avoir du temps de jeu. Je vois pas de Buendia. Moi je me souviens de son époque Norwich. Mais j'imagine que peut-être il était blessé toute la saison, ou prêté, ou pas utilisé. Qu'est-ce qui s'était passé pour Emi Buendia? Il a dû être blessé toute la saison, parce qu'il n'y a même pas de ligne 2023-2024. Et... rupture du ligament croisé, ok, c'est pour ça. Donc ouais, même Buendia qui revient, parce que la saison d'avant, c'était 38 matchs, il avait joué tous les matchs. Et la saison d'avant, c'est à 35. En Championship, voilà, je me souviens avec Norwich, à l'époque, 15 buts, 16 passes. À la fin de la saison 2021, ouais, bref, Buendia, c'est pas mon joueur à suivre pour Villa. C'est Morgan Rogers, parce qu'on m'a beaucoup parlé de lui. Je le connais pas très bien, je dois dire. Morgan Rogers, là, ailier anglais, qui a joué les 3 matchs, qui a joué toutes les minutes possibles, qui a explosé la saison passée, et ouais, qui avait été acheté à Middlesbrough à la moitié de la saison, qui a fait 6 mois, j'imagine de grande qualité, qui lui permettent d'être dans le 11 de Villa, où il avait joué 11 matchs, 3 buts, et il joue tous les matchs cette saison pour l'instant. Dans cet effectif, où il y a eu tellement de grosses acquisitions, il y a tellement de gros noms, je trouve. Duran, Watkins, Bailey. On n'a pas parlé, mais McGinn, bien sûr, top joueur. Ils ont pris Onana maintenant. Mais ouais, Morgan Rogers est peut-être un nom un peu moins connu. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et pour autant, vraiment à suivre dans ce qui ressemble au 4-4-2. Tillmans, Onana, Bailey, McGinn, Watkins, Rogers. Ça fait des belles paires un petit peu de partout. Il y a toujours Ezri Konsa, bien sûr. Et Ian Madsen qui a commencé à jouer un peu. Et Buendia était sur le banc. Donc apparemment, il s'est remis de sa rupture du ligament croisé suffisamment pour être sur la feuille de match. Ouais, bonne nouvelle pour Villa, qui a beaucoup de monde. Et qui a beaucoup dépensé. Qui s'apprête à vivre une saison absolument historique avec le retour de la Champions. Newcastle espérera faire mieux que la saison passée. Ils ont pris Lewis Hall. Ils ont pris Vlaco Dimos en deuxième gardien, j'imagine. Je pense que Nick Pope va quand même rester le gardien titulaire. Newcastle, je sais pas trop si ça va marcher. J'ai Garang Kuol. Est-ce qu'il va avoir des minutes? Il était prêté l'année dernière, parce qu'il l'avait acheté en A-League. Au Central Coast Mariners, ils l'ont prêté à Volendam, aux Pays-Bas, pas très loin de chez moi.
Et donc là, il revient, donc il est a priori dans le groupe. Est-ce qu'il lui peut se dégager des petites minutes? Parce que j'en parlais. Parmi les jeunes Australiens là à surveiller, Nestori Irankunda du Bayern, mais Garancourt, j'en parlais même l'année dernière quand il l'avait fait. Parce que mine de rien, ils l'ont pris 350 000 € pour rien, mais il faisait partie des jeunes petits Australiens prometteurs. Mais après, voilà, c'est pas mon joueur à suivre, parce que je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu pour l'instant, on verra. Il y a toujours Louis Smiley, mais mon joueur à suivre, c'est bien sûr Tonali, qui revient donc. Après sa sombre affaire, après sa suspension, bah Tonali, c'était la grosse recrue de l'été dernier. Combien il avait été acheté? 64 millions, ça doit être l'acquisition la plus chère de l'histoire de Newcastle. Et maintenant, il va pouvoir rejouer. Donc Tonali, dans cet entrejeu avec Bruno Guimaraes, sur le papier, ça nous faisait vachement saliver l'année dernière, ça ressemblait à quelque chose de très très costaud. Donc ouais, juste voir un petit peu plus de Tonali cette saison, mon joueur à suivre à Newcastle. On enchaîne avec les Spurs. Alors Tottenham, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette saison? Il y a beaucoup de petits jeunes. Archie Gray qui a été acheté 40 millions à 18 ans. Lucas Bergvall aussi qui est vachement à suivre. Mais ouais, c'est intéressant parce qu'ils ont pris Solanke 64 millions. Ils ont continué de renouveler leur effectif et peut-être donner à Postecoglou les armes dont il a besoin. Je ne sais pas à quel point l'effectif est prêt à challenger top 4, mais sur le papier, c'était une équipe tellement kiffante début de saison dernière, avant la blessure de Maddison. C'est pour ça que je dirais, il y a eu d'autres éléments aussi, mais je dirais encore aujourd'hui que Maddison est le joueur à suivre, parce qu'il était parti sur des standards de quasiment, je me souviens, premier tiers de la saison, t'aurais dit, c'est limite le MVP de Première Ligue. Il était tellement chaud, il a redémarré fort, sa qualité sur coup de pied arrêté, c'est un vrai attribut aussi, il n'y a pas beaucoup d'aussi bons tireurs que Maddison en PL. Et ouais, franchement, son début de 2023-2024 était tellement bon avant sa blessure, derrière un petit peu plus compliqué, que ouais, je pense un très bon Maddison, un Maddison fit dans son prime, 27 ans, peut vraiment porter cette équipe très haut. On attendra toujours un fort rendement de Heung-min Son. Parmi les petits jeunes, j'ai parlé de Gray, j'ai parlé de Bergvall, mais il y a aussi Wilson Odobert qui a été pris pour une 30aine de millions, qui a joué en plus, qui était titulaire contre Newcastle l'autre jour. À quoi va ressembler ce système? Kulusevski, Son, Odobert, est-ce que c'est suffisant pour porter ton attaque? Ou est-ce que Brennan Johnson, qui était la grosse acquisition de l'année dernière, avec Solanke aussi, qui va revenir de sa blessure à un moment, ouais. Qu'est-ce que cette équipe peut donner? Beaucoup d'interrogations sur Tottenham. J'ai vu Dragouchin aussi, pas mal. Même, je sais plus si c'était contre Newcastle ou un autre match. Un retour absolument salvateur en pleine surface. Et Romero Dragouchin, moi je pense sur le papier, avec Vicario dans les buts. Enfin, il y a une vraie belle équipe. Destiny Udoji, Bissouma aussi, la saison dernière. Je reste encore sur la très forte impression qu'il m'avait fait sur le premier tiers de 2023-2024. Il n'y a pas Matarsar. Il y a beaucoup de joueurs que je kiffe en vrai. Et je leur souhaite de faire une saison aussi kiffante, un début de saison aussi, une saison aussi kiffante que le début de l'année dernière, parce que ça jouait tellement offensivement. C'est le style Postecoglou. J'ai lu sa biographie aussi l'autre jour, écrit par un de ses potes là. Ouais, bah évidemment, gars fascinant, qui sa célèbre phrase que son plan B, c'est juste de faire le plan A mieux. Un vrai convaincu du jeu offensif. Et Tottenham est toujours sous Postecoglou, en tout cas une équipe à suivre. Il y a Van de Ven aussi, qui fait une percée l'autre jour monumentale. Plein de gars, mais à la fin, je dirais juste Maddison, parce que le liant de toute cette équipe est à son top niveau, le mettre à jouer. Je pense à son top niveau, le meilleur joueur de l'effectif. Et pourtant, il y a pas mal de gars. United, ok, on monte sur... Là, je pense qu'on est dans le top 5 des effectifs, des valeurs marchandes cumulées les plus fortes. Et à United, il y a Joshua Zirkzee, un de mes chouchous, qui a une vraie place à prendre avec la blessure de Rasmus Højlund, qui a quand même été acheté un peu plus de 40 millions cet été. Un des deux, genre Højlund-Zirkzee, qui s'impose. Il y a Amad Diallo, qui fait un top début de saison, je trouve, qui est tellement percutant, qui peut être, avec Garnacho, ça peut être ça, alors qu'à une époque, tu avais Rashford, Anthony qui t'avait coûté aussi cher. Tu disais, c'est ça, les ailes d'United, mais en vrai, ça peut devenir Garnacho, Amad, plutôt, avec Højlund ou Zirkzee en tant que neuf.
Bruno Fernandes, bien sûr, classique en tant que 10, Mainoo toujours aussi fort. Toby Collier, peut-être à surveiller pour un gars qui vaut que 200K pour l'instant et qui a commencé à avoir du temps de jeu, qui est entré l'autre jour contre Liverpool. Mais moi, je dirais, comme Casemiro, ça devient vraiment compliqué contre Liverpool, c'était catastrophique. Bah, la prise d'Ugarte pourrait être un game changer pour United. Ils l'ont pris 50 millions, ils ont un vrai besoin sur ce double pivot aux côtés de Mainoo. Et ouais, Ugarte, on sait que sur le papier, c'est un joueur très talentueux, un vrai destructeur qui s'est pas imposé dans le style Luis Enrique, mais ça parle pas sur sa qualité absolue. Et il a que 23 ans. Donc j'aurais mis Lenny Yoro sans doute s'il avait pas eu sa grosse blessure. Matthijs de Ligt, ça aussi c'est intéressant dans ce contexte United. Après t'as fait la Juve, le Bayern, un autre club à énorme exposition dans un championnat où les erreurs défensives pardonnent pas, sont vues et revues. T'as souvent des grands espaces à couvrir. Ça va être intéressant de voir comment il s'en accommode. Je crois en lui, je pense que ça peut faire une très belle paire avec Martinez. Progressivement prendre la place de Maguire, comme ça l'était au dernier match, il me semble. C'était Martinez de Ligt. Mazraoui aussi, c'est intéressant. Mais je dirais, ouais, Ugarte, parce qu'il y a un vrai besoin aux côtés de Mainoo pour United. Et après, ouais, Rashford, Garnacho, Ahmad, qui s'impose véritablement sur les ailes, en pointe. Beaucoup d'interrogations du côté d'United, qui a quand même dépensé plus de 200 millions cet été. Et pour l'instant, une seule victoire en 3 matchs. Liverpool, j'ai fait une vidéo entière sur eux l'autre jour, 40 millions, I wish, 40 minutes d'analyse pour parler de nos amis des Reds, où l'effectif est génial, tellement intéressant sur les postes offensifs. Il y a une qualité phénoménale, encore plus avec la prise de Chiesa, une profondeur qui est dingue, une profondeur qu'ils ont un petit peu moins au milieu de terrain. Je suis d'accord avec les commentaires sur la vidéo où j'étais un peu trop sévère sur la profondeur sur les côtés pour les latéraux, où je parlais de Tsimikas et Bradley. Je pense que c'est juste le différentiel d'expérience entre Alexander-Arnold et Bradley et Robertson et Tsimikas. Quand tu vois les matchs des gars qui ont joué genre 2 ou 3 finales de Champions, qui ont connu des saisons de PL à quasiment 100 points, enfin Liverpool a fait vivre à ces deux gars-là, qui était à une époque la paire de latéraux du foot européen, la paire, a fait vivre des hauteurs tellement hautes que tu dis, même un Connor Bradley qui était très intéressant en saison dernière, qui a montré des belles choses, en plus avec une histoire personnelle tellement spéciale, tu dis, ouais, la marche est élevée, donc forcément, tu vas perdre en qualité si t'as pas Alexander Arnold, mais c'est vrai que c'est un backup de qualité, j'étais trop sévère là-dessus, et d'accord avec vous. En plus, t'as Gomez qui peut dépanner à droite aussi, comme je disais dans la vidéo. Donc ouais, peut-être plus de profondeur qu'on pensait sur le secteur défensif, c'est plus au milieu de terrain, où ça peut devenir léger. Mais c'est pour ça que Gravenberch est sans conteste pour moi le joueur à suivre cette saison. Il a démarré tellement fort sous slot, il a totalement transformé son destin. Je crois qu'il avait moins de 1000 minutes de temps de jeu, je crois que c'était genre le 18e joueur le plus utilisé par Liverpool la saison dernière. Et là, 3 matchs, 3 titularisations, je crois 269 minutes sur 270 possibles, et surtout très fort, à un très haut niveau, avec des passes qui cassaient les lignes, de la projection, un énorme apport. C'est le Gravenberch qu'on connaît, c'est le gars qui a sur le papier toutes les qualités pour être un milieu central qui compte dans le foot européen, 1m90, 22 ans, technique, soyeux, tranchant, mature, grosse qualité, technique mais aussi athlétique, un bagage phénoménal, genre il est vraiment de partout, activité offensive, défensive. Je veux dire, ça peut être la saison de Gravenberch, et il va avoir beaucoup de temps de jeu, parce que le milieu est pas le plus fourni. Donc ouais, je dirais Gravenberch, mais ça, c'est un des choix, je trouve, les plus faciles. Ok, Chelsea, c'est moins facile, parce que ils ont beaucoup de joueurs, parce que tu sais pas exactement comment ça va jouer. Ils ont encore dépensé 240 millions cet été, en vendant quand même pour 200. Des gros départs, Gallagher, Maatson, Sterling est parti, Lewis Hall, Lukaku. Ils ont pris Sancho, ça je pourrais presque le mettre comme mon joueur à suivre. Ils ont pris Neto 60 millions, Félix 52 millions, Dewsbury Hall, Marc Gouillou aussi qui est arrivé, qui avait eu quelques minutes intéressantes en pré-saison. Est-ce que Nicolas Jackson peut devenir plus létal? Lui qui était le deuxième joueur de PL avec le différentiel XG versus but le moins intéressant juste derrière Darwin Nunez. Mais il a démarré la saison avec 2 buts, 1 passe, dans John Obi Mikel. Il est animé par un esprit de revanche, donc franchement ça pourrait être sa saison. Après un début l'année dernière que je trouvais intéressant, j'avais fait toute une vidéo sur Jackson, je trouvais très intéressant dans le profil, dans même la complémentarité avec Sterling.
Bon, finalement, ses problèmes à la finition ont pris un petit peu le dessus. Mais peut-être qu'il peut devenir plus létal, à voir. Ça m'intéresse bien. Cole Palmer qui est déjà, je crois, genre 4 passes D sur les 3 premières journées de PL. 1 but, 4 passes. Il est reparti sur des standards phénoménaux. Donc voilà, la suite de sa progression à lui. Lavia, bien sûr. Qui est-ce qu'on a d'autre? Je vais dire Colwill. Et où est-ce qu'il est? Wesley Fofana. Enfin revenu de blessure. 21 ans et 23 ans. Les 3, si je dis pas de bêtises, ont été à chaque fois alignés en charnière, pour l'instant, par Maresca. Donc une charnière, l'âge moyen de ce duo, 22 ans. Ouais, c'est ça, c'est 2 des 3 joueurs les plus utilisés, 2 des 4 les plus utilisés pour l'instant cette saison. Ça peut être une des paires de centraux, peut-être la paire de centraux la plus intéressante du foot européen. Colwill Fofana. Donc je dirais ça. Mais à la fin, celui que j'ai choisi, c'est Noni Madueke. Parce que saison compliquée l'année dernière. Là, il est déjà à 3 buts en 2 journées. Il y a une grosse concurrence sur les postes offensifs. Et son triplé l'autre jour, il y a un petit peu de réussite sur les gestes à la finition. C'est un joueur en lequel je crois. Je crois que je l'avais mis à un moment dans une de mes drafts. Sur le papier, sa saison au PSV Eindhoven était magique. Mais voilà, il y a une grosse concurrence. Il montre des choses intéressantes, peut-être suffisamment pour se dégager du temps de jeu. Dans une zone où il y a Pedro Neto, il y a Sancho qui arrive. Sur la droite, on sait qu'il est très pertinent. Cole Palmer, il joue en 10, mais c'est aussi sa zone, une zone vers laquelle il gravite pas mal, bien sûr, avec son pied gauche. Donc ouais, Madueke, saison de la décision un peu, de voir à quel point c'est vraiment un crack. Le potentiel offensif de Chelsea, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de joueurs. Le 11 est loin d'être fixé encore, donc c'est ça qui est passionnant avec cette équipe. Mais Madueke a démarré très fort et a une belle carte à jouer. On a parlé de Jackson, on a parlé de Palmer. Arsenal, c'est compliqué. Arsenal, je sais pas trop. Parce que ils ont pas tant bougé que ça cet été. Ils ont pris Merino, Calafiori. Ah si, à la fin, le fait d'avoir fait Sterling, c'est vrai que mine de rien, ça fait quand même un joueur vraiment majeur par ligne. Donc non, en fait, mine de rien, pas mal. Sterling devant, Merino au milieu, Calafiori derrière. Est-ce que l'un de ces trois peut devenir titulaire dans une des équipes qui a marché le plus fort la saison passée, qui a quand même fait, faut dire avec Arsenal, ils ont quand même fait les gars une saison à 89 points, où ils étaient de loin la meilleure défense de PL, je crois 29 buts encaissés, c'est ça. City deuxième avec 34. Avec Arsenal, j'hésitais à mettre Timber, parce que toute la saison dernière, il n'a pas pu la jouer à cause de sa rupture du ligament croisé. Il a 23 ans, c'était une des grosses acquisitions de l'été dernier, et il y a une place à prendre à Arsenal sur ce poste de latéral gauche, mais est-ce que c'est vraiment sa meilleure position? Donc sur le papier, Timber, peut-être Calafiori aussi peut jouer défenseur gauche, je crois que c'est là qu'il a commencé à jouer sur le début de saison, même si Timber était titulaire contre Brighton, je crois qu'il se fait remplacer par Calafiori là. Il y a toujours Zinchenko. Ce poste-là est intéressant, mais en même temps, Arsenal était tellement de loin la meilleure défense saison passée que tu dis peut-être qu'à la fin, il faut juste une énorme saison de Kai Havertz. Je suis très curieux de voir ce que Sterling apporte. Trossard aussi, qui lui aussi est arrivé revanchard. Martinelli, c'était peut-être la déception de la saison passée. Si je regarde les stats, en vrai, tu dis Arsenal, ils ont quand même planté énormément. Il y a Saka qu'on a marqué 16 la saison passée. Trossard 12. Havertz 13. Mine de rien, avec 13,47 XG, donc c'est pas comme s'il avait été désastreux à la finition, loin de là. Mais peut-être, est-ce que Havertz peut faire une saison à genre 20 buts? Peut-être ça, c'est le truc qui m'intéresse. Mais après, c'est aussi, je sais pas, j'ai aussi Martinelli, parce que Martinelli, c'était un peu décevant. Martinelli, il fait la saison passée, il marque genre, je dirais, entre 4 et 5 buts, peut-être. 6 buts et 4 passes. Une dizaine de contributions dans une équipe où la charge offensive est très bien répartie, mais peut-être doit faire un petit peu mieux. Et progressivement, avec Trossard, avec Sterling, peut-être que sa place va être un peu menacée. J'hésite, mais je dirais peut-être à la fin Havertz, parce qu'il a démarré fort, il montre des choses intéressantes à chaque fois, et est-ce qu'il peut faire une saison à 20 buts? Est-ce que c'est vraiment dans ses cordes? S'il le fait, Arsenal sera sans doute pas trop loin du titre. Mais donc peut-être je dirais Havertz à la fin. Et enfin, il y a City, qui n'a pas beaucoup bougé, qui a repris Gundo, qui a pris Savio. Je dirais pour City,
Rico Lewis. Parce qu'il a démarré tellement fort la saison, il a que 19 ans encore. Il a que 19 ans, l'impression qu'il est là depuis une éternité. Il a joué tous les matchs, il a joué toutes les minutes. Si Rodri a pu rater tout le début de saison de PL, et pourtant ça n'a pas empêché City de démarrer très très fort. Bon ok, c'est vrai parce que Haaland il a implanté 7 sur les 3 premières journées, mais c'est parce que Rico Lewis est à un niveau spectaculaire. Le jeu de Rico Lewis sans ballon, c'est un des meilleurs d'Europe déjà, je crois, à 19 ans. Sa capacité à infiltrer les petites poches d'espace pour aider à la construction est tellement fort que je pense que cette saison, il peut définitivement exploser. On va voir les saisons où il a le plus joué. Pour l'instant, en PL, ça n'a jamais dépassé les 1000 minutes. Saison dernière, 16 apparitions, mais 800 minutes. Et avant ça, 2022-2023, 14 apparitions, 900 minutes. Donc voilà, jamais au-dessus des 1000. Ah, cette saison, je pense que c'est la saison. Et Guardiola l'aime tellement. Attention à Rico Lewis. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo des joueurs à suivre. Mine de rien, on a fait 50 minutes, donc il faut que je me dépêche en vrai. De ouf. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end, et je vous dis à lundi. Bisous.